Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme consacré au développement de la République démocratique du Congo par ceux qui le font. La grandeur du Congo est tributaire de la qualité de ses enfants, de ses dignes fils qui voudront bien porter très haut son étendard. Aujourd'hui, nous recevons un Congolais digne de ce nom, un Congolais qui travaille pour le Congo de l'honneur, pour la grandeur du Congo en dehors de nos frontières. Il s'agit de Jonathan Mbouyo-Essolé. Il est professeur aux États-Unis. Il va se présenter. Monsieur le professeur, bonsoir et bienvenue dans cette émission Point de rencontre. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Oui. Vous êtes professeur aux États-Unis. Parlez-vous brièvement de votre parcours. Vous enseignez quoi? Dans quelle université? Quelles universités? Ah, d'accord. Donc, moi, je suis professeur de mathématiques et de physique théorique. Donc, j'ai fait mes études au collège Boboto. Ensuite, j'ai fait une licence en mathématiques à l'ULB à Bruxelles, où j'ai eu le prix du meilleur mémoire en sciences. Donc, à l'ULB, avec une bourse Winner en SPAC, je suis parti pour l'université de Cambridge, où j'ai fait un diplôme avancé en mathématiques. J'ai continué aux Pays-Bas, à Leiden, l'une des plus vieilles universités d'Europe, où j'ai fait une thèse de doctorat. Et ensuite, j'étais Marie Curie Fellow à Leuven. Je devais faire 2 ans, mais j'ai fait une année, car j'ai eu une offre pour Harvard. Et donc, j'ai quitté l'Europe pour aller aux États-Unis. D'abord au département de physique de l'université de Harvard et ensuite au département de mathématiques, où j'étais Benjamin Pierce Fellow. Après cela, j'ai eu un tenure track à Northeastern University, qui est une université montante à Boston, où je donne cours de mathématiques. J'ai toujours quelques étudiants en thèse à Harvard, notamment c'est pour cela que je rentre dans quelques jours, car ils vont défendre leur thèse. Pourquoi cette passion pour les mathématiques? On comprendrait que ce soit pour le droit, on comprendrait que ce soit pour les autres sciences, mais le mathématique pur tel que vous le dites là, pourquoi comment vous êtes tombé là-dedans, je vous ai demandé. Bon, les mathématiques, c'est quelque chose qui est très beau par elles-mêmes. Je suis en train de voir les têtes de ceux qui nous regardent, hein, très beau les mathématiques. Oui, parce que les mathématiques, en fait, c'est l'étude de ce qu'il y a de plus simple et de plus élégant. Et tout ce qui est étudié dans les mathématiques, sûrement on ne pourrait pas les toucher si ils n'avaient pas ces propriétés-là. Donc aussi, c'est une science qui est à la base de toutes les autres sciences. Donc quand on est intéressé à comment l'univers fonctionne, c'est le langage aussi qu'il faut utiliser pour décrire simplement le monde dans lequel on vit, que ce soit dans l'étude des phénomènes naturels ou dans l'étude des phénomènes qui sont à la base de notre technologie. Platon a dit les mathématiques étaient les préalables à la philosophie, mais au jour d'aujourd'hui, les mathématiques, pourquoi faire? Ça conduit à quoi en fait? Ouais. Le fait qu'on se pose cette question, c'est parce qu'on est dans un pays en voie de développement. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est en train de représenter les mathématiques au Congo. C'est le centre de l'économie d'un pays en fait qui pense à l'avenir. Si vous pensez au fait que dans cette ville de Kinshasa, tout le monde est complètement dans son téléphone, toutes les technologies qui sont autour de ces communications, que ce soit Internet, que ce soit quand on utilise WhatsApp et que les messages sont encryptés, tout ça, ça tourne autour des mathématiques. Quand on fait du banking sur son téléphone, ce sont des mathématiques, c'est de la cryptographie. Le traitement de data, les traitements des images. En fait, simplement, le monde financier aussi, quand on parle de Wall Street, investment banking, tout ça, ça tourne autour des mathématiques. Donc on ne peut pas concevoir le monde dans lequel on vit ou le monde qu'on veut créer pour demain sans cela. Pour vous dire, aux États-Unis, le premier employeur de mathématiciens, ce ne sont pas les universités. C'est les services secrets, par exemple, les services de renseignement. Oui, il raconte un peu comment
le renseignement et les mathématiques. Oui, parce que C'est quand le point de rencontre, c'est tout à quel niveau? le point de rencontre, c'est souvent la théorie des nombres, mais surtout la capacité à décrypter des messages. Ça, ce sont des questions Voilà. que... À travers des grands logiciels très performants. Bon, c'est pas vraiment des logiciels, c'est, si vous voulez, c'est des outils qu'il faut réactualiser à tout moment. Et les outils qui sont utilisés pour cela, ce sont des outils mathématiques. Donc, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent dans cela. Donc, même pour un pays comme le Congo, on devrait pouvoir aussi avoir cela comme faisant partie de notre défense nationale. Quels sont nos moyens de protéger, que ce soit nos capacités électriques, nos télécommunications, de les protéger contre des attaques qui viennent de l'étranger, ou même de développer nos capacités pour la même chose. Donc, comment faire porter cette voie-là? Comment faire porter cette réflexion là où on réfléchit développement? Parce que ici, quand on parle développement, on voit le secteur de la santé, les routes, les infrastructures, et bon, il y a un peu des mathématiques là-dedans, parce qu'il faut décider des routes et tout. Mais pour montrer aux décideurs, aux législateurs surtout, que les mathématiques sont à la base du développement. en fait, ça, c'est un problème très sérieux pour ce pays, parce que dans le reste du monde, on n'essaye pas de prouver ça aux gens qui nous gouvernent. Ils le comprennent et c'est eux qui vont vers les mathématiciens pour essayer d'en attraper le plus grand nombre Parce qu'ils le possible. savent. Oui, ça fait partie d'une stratégie nationale d'attirer les talents. Et donc, si dans un pays, on n'est pas à ce niveau-là et on est au niveau où on essaie plutôt de convaincre les gens que c'est une question à aborder, ça montre déjà qu'on a un long chemin à faire, mais pour le Congo, on va faire tout ce qui est possible. Est-ce que Ouais. vous, dès là où vous êtes, des États-Unis, vous ne pouvez pas faire un plaidoyer, un lobbying? Le président était aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer, ou parce que les scientifiques, les savants que vous êtes, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez aussi une responsabilité dans le développement du Congo? Qu'on ne laisse pas seulement aux combattants l'occasion de rencontrer les présidents, mais que les scientifiques aussi puissent faire un lobby pour rencontrer les décideurs. Le président de la République aux États-Unis, les professeurs que vous êtes, auraient pu chercher à le rencontrer. On a une responsabilité par rapport au pays. Et je pense que de l'autre côté, il y a aussi une volonté d'avoir ce genre de rencontre. Moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je connais d'autres scientifiques pour lesquels j'ai beaucoup de respect qui l'ont rencontré. Et je pense que c'est une dynamique qui est en train de se mettre en place. Mais bon, c'est vraiment le devoir de tout un chacun à tous les niveaux de définir les priorités pour ce pays et le développement des sciences et des technologies, des mathématiques, mais aussi d'autres sciences autour des mathématiques. C'est vraiment un point essentiel pour le Congo. Professeur Mboye, vous êtes à Kinshasa dans quel cadre? Pour ce premier voyage, je participe à la Semaine des sciences et des technologies qui est organisée par Raissa Malou et son équipe. Raissa est ambassadrice du Next Einstein Forum au Congo et moi je suis un Next Einstein Fellow. Donc on travaille souvent très Raissa proche. Malou, La fille de notre voilà, Malou, une grande étoile de la science, pas seulement du Congo, mais de l'Afrique et du monde. Oui, c'est l'une de nos plus grandes fiertés au Congo. Donc ce matin, on avait la séance inaugurale. Et aussi un message que je tiens à apporter, c'est quand on parle de développer les capacités en sciences de la République démocratique du Congo, il faut aussi insister sur le rôle de nos femmes dans ces initiatives-là. De un, en fait, elles sont vraiment au centre de beaucoup d'initiatives liées à la science. Il y a plus de femmes là-dedans que d'hommes qui sont actifs, mais aussi elles sont mal représentées quand on regarde les amphithéâtres et quand on regarde les gens qui sont en position de pouvoir pour prendre des décisions. Et il faut savoir que quand on parle de science, le nombre, c'est important. Et on ne peut pas se passer de la moitié de notre population au Congo. Surtout que c'est une population, donc la moitié femme du Congo, c'est elle qui porte beaucoup d'aspects de notre économie.
elle représente beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit pour faire des robots sur la circulation, des voitures électriques, mais aussi nos femmes qui sont dans les marchés, celles qu'on voit dans le coin des rues. Il faut savoir que Celles qui font vivre elles font vivre nos familles, elles ont un sens de la créativité incroyable. Et on donne une éducation à une femme, ça veut dire aussi qu'on donne à une famille, une maman qui a ses priorités bien en place pour aussi tous ses enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Donc on demande aussi aux papas de participer à l'éducation de leurs enfants. Mais une nation qui investit dans ses femmes, c'est une nation qui gagne. Professeur, la réflexion de Kinshasa qui vous réunit là, c'est en vue de quoi? Durant la semaine des sciences, on est en train de en fait mettre la graine de la curiosité scientifique pour nos enfants. Donc notre public, c'est les élèves des écoles de toute la République, les étudiants de toutes les universités. Quand on pense à développer une communauté scientifique au Congo, c'est pas simplement à l'UNIKIN. On veut aussi faire participer les instituts supérieurs. Créer des vocations. Voilà, et les élèves qui font des formations techniques. On a besoin de tous les niveaux et de toutes les compétences parce qu'en fait, on est énormément en retard comparé à d'autres pays africains. Google a récemment installé son nouveau centre d'intelligence artificielle au Ghana. On a des pays voisins comme par exemple le Rwanda qui a développé un très beau système d'organisations internationales qui sont liées à la recherche et qui participent ainsi au rayonnement du pays, de leur pays et aussi au développement, que ce soit des infrastructures ou des capacités. Et donc au Congo, avec 86 millions d'habitants et tout ce qu'on a, on doit vraiment se dire que le temps qu'on est en train de perdre au lieu de développer ce pays, c'est pas simplement un crime contre notre propre population, c'est aussi un crime contre toute l'Afrique. Donc on doit vraiment commencer à se mettre au travail, voir que certaines priorités nationales sont si importantes qu'on peut mettre la politique de côté pour se focaliser sur ce dont le pays a besoin pour occuper simplement la place que Dieu lui a donnée. Vous êtes aux États-Unis, vous y vivez. Est-ce que la communauté scientifique congolaise est importante? Est-ce que vous avez des rencontres entre Congolais qui travaillent dans ce domaine-là de la haute science? Oui, donc on a plusieurs Congolais qui sont d'un très bon niveau en sciences. On en aurait encore beaucoup plus une fois qu'on va développer les capacités à identifier les talents ici sur place. Et en fait, les capacités de la population congolaise, c'est la chose pour laquelle je n'ai aucun doute. Ce dont on a besoin, c'est plutôt des structures. On a besoin d'avoir jusqu'au plus haut sommet de l'État cette volonté de dire que la plus grande richesse du Congo, ce ne sont pas nos mines, mais ce sont nos capacités humaines, la capacité d'un pays à se projeter dans le futur à travers l'éducation de sa jeunesse. On a entendu ce matin le professeur Samiala nous expliquait qu'en 2050, 40% des jeunes d'Afrique, du monde seront en fait en Afrique. Or, les jeunes, c'est eux qui font des recherches en thèse de doctorat, c'est eux qui développent les technologies. Et donc, notre pays aura une fraction importante de ces jeunes-là. Et il faut qu'on se prépare à leur offrir des débouchés qui vont participer non seulement à faire rayonner le Congo dans le monde, mais aussi à donner à l'Afrique la place qui lui revient. Depuis 500 ans, on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation, on a connu les dictatures et tout ça. Donc on est à ce moment de l'histoire où les richesses de l'Afrique sont encore des richesses qui peuvent être utilisées. On a le capital humain, on a besoin de développer les structures pour faire de notre pays et de tous nos pays africains ce qu'ils doivent être. Oui, vous ne doutez pas des capacités humaines du peuple congolais. Vous en êtes une grande illustration, mais vous êtes allé étudier avec la bourse des autres. C'est pas l'État congolais. Vous pensez qu'on aura une grande communauté des scientifiques congolais rien qu'en espérant avec la charité, la bonne volonté des autres? Non, je ne crois pas en la charité. Donc dans mon cas,
c'est vrai que à aucun niveau de mes études, j'ai bénéficié de quoi que ce soit qui vienne de l'État congolais. Mais bon, on veut repenser au futur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans le futur, quand on identifie des jeunes talentueux au Congo, l'État peut en fait jouer un rôle, mais je pense aussi à la force juste du secteur privé aussi. Nous, en tant que Congolais, est-ce qu'on peut aussi mettre sur place des structures qui ne dépendent pas nécessairement de l'État, mais qui va dans la même direction de développer notre... Aux États-Unis, euh, la partie de l'éducation la plus efficace n'a rien à voir avec le gouvernement non plus. Quand on parle de l'université d'Harvard, par exemple, c'est une université privée. Princeton est une université privée. MIT, Columbia, tout ça, ce sont des universités privées. Donc le plus important, c'est de se focaliser sur le besoin de, en fait, d'avoir une notion d'excellence, qui est une notion qui est partagée par le plus grand nombre dans notre pays, et de mettre en place les structures qui vont survivre au gouvernement du jour, des structures qui pensent en fait à quel Congo on veut pour demain. Et ça, il faut qu'on y travaille ensemble en ayant nos priorités bien en place. Nous courons derrière le temps. Réputé bon danseur, bon musicien, peut-être un bon athlète. Ça fait quoi quand vous vous présentez tel que vous êtes là, congolais? C'est un peu insolite, un cheveu dans la soupe. C'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Enfin, moi, mon image du Congo, c'est pas. Mon image du Congo, c'est aussi mes parents, ma famille, et ils n'étaient pas définis par la danse et tout. Donc, le, ça dépend aussi de comment on se présente nous-mêmes. On a assez de talents dans ce pays pour les mettre en avant. Je pense à des gens comme Malou, je pense à Sandrine Moubenga, je pense à Sam Yala par exemple, et à tant d'autres que j'ai rencontrés ici à Kinshasa, même des élèves qui m'ont impressionné par leur curiosité. Je ne pense pas que mon expérience à Kinshasa a été marquée par les stéréotypes qu'on donne du Congo. J'ai aussi visité Lubumbashi, j'ai pas vu une ville qui chantait, qui dansait, j'ai vu des gens qui avaient envie de travailler, des gens qui pensaient à l'éducation de leurs jeunes filles. Je travaille avec la Fondation Malaika aussi. J'ai rencontré lors de ce voyage aussi les femmes du Grand Équateur qui m'ont parlé de leurs projets pour développer la région et tout. Donc le Congo n'est pas défini par ça. On va bientôt parler aussi du Congo. C'est aussi notre lutte de casser les clichés, là, de casser ces préjugés On doit casser, qui, au fond, ne nous avancent pas. Ne nous avancent pas et ne nous définissent pas. Dans des carcans qui n'induisent pas un développement. On a des personnalités qui ont une réputation internationale qui en fait inspirent des jeunes du monde entier. Quand je pense au docteur Mukwege, quand je pense à quelqu'un comme Noëlla Coursaris, ça c'est le Congo nouveau. Et la description que vous avez donnée qui est en fait un Congo qui n'a jamais vraiment existé, c'est à nous en fait d'écrire nos histoires, c'est à nous de choisir nos héros et c'est à nous de les mettre en avant. Si on laisse les autres le faire, c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes. Aux États-Unis, vous vous présentez Mboyo, originaire de la République démocratique du Congo. Vous regardez comment le concert des scientifiques. Bon, dans les sciences, on est une communauté où on a assez de gens assez intelligents pour qu'ils se focalisent sur la qualité de votre travail. Mais en fait, aux États-Unis, ils n'ont pas de préjugés envers les Congolais parce qu'ils ne connaissent pas le Congo. Donc, beaucoup, leur image du Congo qu'ils ont, c'est peut-être l'image qu'ils ont en rencontrant des Congolais. Peut-être qu'il y a l'histoire. Oui, il y a ça. Il y a aussi l'histoire, peut-être que la note de l'Ebola, la situation de l'Ebola. On parle du Congo aussi dans ce contexte-là, mais on parle aussi des docteurs courageux qui sont en première ligne de la lutte contre cette maladie. Et notamment, la revue Nature a donné un prix à un scientifique médecin congolais qui est dans la lutte contre l'Ebola. Donc, il est vraiment le temps pour nous de nous regarder dans le miroir et de regarder ce qu'il y a de meilleur au Congo, de le présenter à nos enfants et de nous dire qu'on pourrait plus ça que le reste. Et c'est une décision qu'on prend en tant que pays
de où on va et comment on veut se présenter. Mais le plus important, c'est pas l'image qu'on donne, c'est la réalité qu'on vit. Et bon, j'ai été dans plusieurs quartiers de Kinshasa. J'ai aussi vu le luxe qu'il y a dans les beaux bâtiments du Des points centre-ville, insolents. ah, beaucoup plus luxueux que ce qu'on voit des fois à Boston. Et j'ai vu la misère dans les petits quartiers. Et je me dis que la ville, des fois, c'est comme si on était assis sur un volcan et les gens, ils se rendent pas compte du risque qu'on est tous en train de prendre en ne prenant pas au sérieux la misère de nos voisins. C'est vraiment, ça devrait être la priorité de tout le monde. Content et heureux de vous avoir eu sur ces plateaux. L'occasion pour moi de rendre hommage à votre papa. Le fruit ne tombe jamais loin de son arbre, le professeur Essolé, de heureuse mémoire que nous avons eu le bonheur de côtoyer à un certain moment de notre vie. Et merci de nous accorder un peu de temps parce que là, nous vous prenons entre des programmes, mais vous êtes pratiquement là. Ouais. Mais c'est important de parler à au plus grand nombre de nos compatriotes. On a un message à passer et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Voilà, pour clôturer, si vous avez un message particulier, peut-être en dehors des questions que nous avons posées, ça serait lequel? En direction de la population, de la communauté scientifique, mais aussi de ceux qui nous dirigent. Donc, pour être bref, je vais envoyer ce message à nos dirigeants. Donc, le Congo est un pays qui devrait être au sommet de tous les classements. Et il est temps pour nous de décider de ce que cette génération va faire de ce pays. Et on n'a plus le temps à perdre et il faut vraiment qu'on commence à se mettre à travailler. Ici à Kinshasa, on a besoin d'un centre d'excellence qui sera le point de départ pour projeter cette vision d'un Congo qui gagne, d'un Congo qui est moderne. Et ce n'est pas simplement la ville de Kinshasa, mais on a divisé le pays en 26 régions. Chacune de ces régions devrait avoir une politique pour pousser l'éducation, pousser la science, pousser le développement. Il faut qu'on ait des priorités qui soient bien en place. Il faut qu'on puisse définir par rapport à ce qu'on a dans ce pays, comment est-ce qu'on forme notre jeunesse pour qu'elle puisse prendre le plus possible de ce que Dieu lui a donné. Et pour nos jeunes étudiants, ce que je voudrais leur dire, c'est que il ne faut pas attendre que la manne tombe du ciel. On nous a tout donné dans ce pays. Il faut qu'on développe nos capacités à créer une économie de la connaissance. Et ça commence aussi par des étudiants qui se mettent en place ensemble pour réfléchir à comment eux, à leur niveau, ils peuvent régler certains des problèmes qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Donc je vais donner un exemple simple. Nos amphithéâtres n'ont pas besoin d'être délabrés. On peut nettoyer les classes soi-même comme nous on faisait quand on était élève au collège Boboto. Donc il y a des petits signes qui font qu'on peut aller vers des plus grandes choses. Et avant qu'on demande quoi que ce soit, il faut aussi qu'on montre ce qu'on a déjà fait par soi-même. Et je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez eu l'occasion de faire un tour au collège Boboto? Ah bon, ils sont en vacances scolaires, mais j'ai visité le Sacré-Cœur qui est notre église en face. Voilà. Sur ces propos, nous mettons un point final à cette émission. Vous avez compris que c'est vraiment une délectation que de vous écouter. Promettez-nous de revenir nous voir à la prochaine fois que vous serez à Kinshasa, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à professeur Jonathan Mboyo Essolé d'avoir été des nôtres et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le Congo de l'honneur, le Congo qui gagne, le Congo qui doit aller de l'avant. C'est avec nous et maintenant. Ça en est fini, portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur vos chaînes. Ciao. Ciao.